Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, pour rappel, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. Tu es aussi engagée et l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, dont C'est ma grossesse aux éditions Iconoclaste. Aujourd'hui, on avait envie de parler de césarienne. C'est un acte chirurgical qui intervient pendant l'accouchement, quand la femme ne peut pas accoucher par voie basse. Alors apparemment, j'ai fait quelques petites recherches. Ça pourrait venir du latin caedere ou couper, ou alors faire référence à un texte de la Rome antique, oui, la Rome antique, qui aurait réglementé cette opération en au moins 500 avant Jésus-Christ. Bon, il y a aussi un mythe comme quoi Jules César lui-même serait né comme ça, d'où le nom. Tout ça pour dire, Anna, que ça fait un paquet d'années que la césarienne est pratiquée. Et je trouve ça intéressant parce que notre question du jour, c'est pourquoi on accouche par césarienne ? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours le choix. Et en plus, ce que je dis pas, c'est que la césarienne, il y a plus de 2000 ans, ça se faisait rarement sur des femmes vivantes. Est-ce que tu crois que c'est pour ça ? C'est pour toute cette histoire que la césarienne, ça peut paraître un peu dramatique. Alors, certainement que ça y contribue, on le verra, mais d'abord, il faut quand même dire, à moins d'être complètement bizarroïde, on va pas se faire opérer en faisant la danse de la joie. Ça reste quand même une intervention chirurgicale et sincèrement, je ne connais personne qui me dit « Ah, chouette ! Demain, je vais me faire opérer ». Donc, de toute façon, il y a un versant qui n'est pas très amusant. En plus de ça, quand on fait une césarienne, c'est qu'on parle d'accouchement et qu'on parle d'accouchement qui est un peu problématique. Parce que si tout va bien, pareil, on n'a pas de césarienne. Donc c'est que parfois, on se retrouve, c'est parce qu'on a la mort aux trousses. Et donc, voilà, c'est à la fois une opération, souvent dans un contexte quand même un peu anxieux ou d'anxiété. Et puis, l'imaginaire, tu le disais, est lourd, ça c'est vrai, parce que pourquoi on ne le faisait pas sur des femmes vivantes ? On le faisait sur des femmes mortes, parce qu'on risquait, en faisant la césarienne, de les tuer. Donc effectivement, il y avait deux périls qui guettaient. C'était l'infection et l'hémorragie. On dit qu'on en fait depuis longtemps, mais en fait, on y survit depuis pas si longtemps. Depuis l'avènement des antibiotiques et l'amélioration des techniques opératoires à la première partie du XXe siècle. Et donc, cet imaginaire, oui, il est lourd. Il perdure, et même dans les années 70-80, on a des récits de femmes. Oh, ça fait peur, c'est sous anesthésie générale, des femmes qui ont des récits vraiment traumatiques de césarienne. Donc oui, on part avec ce bagage-là qui est pas très gai. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais bien sûr, c'est beaucoup mieux. Alors, on en fait plus de 150 000 par an des césariennes, c'est un chiffre énorme. 150 000 par an en France. En France. Et c'est pas une façon de dire c'est anodin, c'est rien, c'est complètement banal. Non, mais c'est une façon de vous dire qu'on va, nous, au bloc opératoire, faire une césarienne comme on va acheter une baguette de pain. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque vrai. C'est-à-dire, c'est pas une opération à cœur ouvert, c'est pas une opération de neurochirurgie extrêmement complexe, etc. On en fait plus de 150 000 par an. C'est pas du tout rien pour les femmes, mais c'est une façon de leur dire ne tremblez pas dans les chaumières, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Alors après, il y a tout un mouvement de femmes qui contestent l'utilité de la césarienne. Et là, je tiens à dire un mouvement pro-accouchement naturel à fond, auquel d'ailleurs j'adhère sous certains aspects. Mais je tiens à dire que la césarienne, quand elle est pratiquée pour de bonnes raisons, c'est absolument génial. Il faut se réjouir. Je dis pas qu'il faut aller en césarienne en sifflotant en disant « youpi, youpi », mais presque, parce que ça permet d'avoir la vie sauve, la sienne ou celle de son enfant. Donc, quand c'est nécessaire, c'est vraiment très utile. Après, c'est vrai, je peux pas mentir, il y a des césariennes qui sont pratiquées sans motif médical valable, pour arranger, pour des raisons d'organisation de service, etc. Bien sûr, c'est rare, mais ça existe, ou pour choix ou confort de celles et ceux qui les font. Mais c'est très rare. C'est quoi ta définition, à toi, de la césarienne ? C'est un accouchement. Ça, vraiment, je le dis parce que je me retrouve avec énormément de femmes en postpartum qui me disent « Anna, j'ai eu une césarienne, je n'ai pas accouché ». Vraiment, il faut le redire, c'est un accouchement. On a des accouchements par voie naturelle, donc par voie basse, et des accouchements par voie haute, par césarienne. Mais dans le langage courant, souvent on dit aux femmes « elles ont césarisé » ou on oppose l'accouchement et la césarienne. Non, c'est un accouchement par césarienne. Donc vraiment redire aux femmes et à toutes celles et ceux qui nous écoutent que c'est un accouchement comme un autre, qui nécessite, on pourrait même le dire, un surcroît de courage,
parce que c'est quand même se faire opérer, et un surcroît d'abnégation, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin de force supplémentaire pour celles qui le subissent. Est-ce que tu veux me dire que les femmes qui ont accouché par césarienne, c'est une raison de plus de culpabiliser, vraiment? Elles peuvent culpabiliser de ça? Majoritairement, elles culpabilisent comme des folles. Elles se disent « j'ai pas été assez bonne, j'ai pas été assez forte. Anna, tu vois comme mon corps est mal fait. Anna, tu vois comme je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Oh, aïe, 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 ça me fait une peine d'enfer. Ça me fait une peine d'enfer parce que pour moi, au contraire, j'ai beaucoup de respect. Je me dis, mais qu'elles sont courageuses, quoi. C'est-à-dire que non seulement elles ont l'accouchement le tout petit, le tout, et en plus, elles ont été opérées. Donc ça, c'est un surcroît de fatigue, etc. Surtout qu'en général, j'ai l'impression que ça commence par un accouchement qu'on pourrait dire voie naturelle. Enfin, il y a une tentative dans beaucoup de césariennes d'accoucher par voie naturelle. Ça veut dire qu'il y a des contractions, ça veut dire qu'il y a un travail qui commence et qu'après, il y a une impossibilité, une mise en danger qui fait qu'on va à la césarienne. Mais ça veut dire qu'entre guillemets, ces femmes, elles ont presque eu les deux modes d'accouchement, ou peut-être que je synthétise trop, mais elles ont vécu aussi la douleur, elles ont vécu le fait de pousser souvent. Enfin, je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. Il y a deux types de césariennes. Il y a les césariennes dites à chaud, dites en urgence. Effectivement, c'est celle dont tu parles. Et il y a les césariennes programmées. Mais il ne faut pas se dire que les césariennes programmées, c'est le Club Med parce que tu arrives et que ça reste quand même une opération. Donc, dans les deux cas, il faut vraiment dire aux femmes « Waouh, bravo, chapeau bas, c'est génial ce que vous avez fait, c'est extraordinaire », tout autant que sa voisine, sa copine qui a réussi D'ailleurs, vous voyez, comme j'emploie ce mot réussir. Oh, ça va pas du tout. Non, mais c'est pour dire que sa copine qui a accouché par voie basse, sans péridurale et dans la baignoire. Elles ont la même capacité et les mêmes qualités. Mais sinon, il faut quand même revenir à la définition pragmatique. C'est une opération chirurgicale. On va inciser la paroi abdominale de façon à extraire l'enfant de l'utérus, le plus souvent quand la santé de la mère ou de l'enfant le nécessite. Voilà. Est-ce que justement, on peut revenir là-dessus, c'est-à-dire que c'est le bébé qui est en danger, c'est la mère qui est en danger, c'est les deux, qu'est-ce qui va faire qu'on va pratiquer une césarienne? Alors, j'ai oublié d'abord de vous dire que c'était 21,4% des naissances sur la dernière enquête périnatale de 2021. C'est presque une naissance sur 4. C'est une naissance sur 5. Ouais, ce qui est beaucoup, hein. Alors, c'est beaucoup, et en même temps, il faut quand même faire un petit cocorico, on a le droit de temps en temps. Les Français sont assez bons, c'est-à-dire que dans les pays industrialisés, souvent, les taux de césarienne sont plus importants, et nous, on arrive à maintenir ce taux à un taux qui est quand même très correct par rapport aux 30-40% qu'on pourrait avoir. Donc, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas si mal, hein, même si l'OMS dit qu'un bon taux serait aux alentours de 15%. Oui, tu disais les motifs de césarienne. Le bébé en danger, la maman en danger, les deux. Alors, les deux, mon capitaine, ça peut être les deux. On va prendre d'abord les motifs de césarienne programmée. Donc, césarienne programmée, je le répète, on sait à l'avance, on dit à la patiente, écoutez, madame, selon votre état de santé, je pense qu'il faut faire une césarienne. Donc, la patiente le sait à l'avance, elle est d'accord, etc. Tout ça, c'est programmé. Il y a plein de raisons, mais on va citer certaines grossesses multiples, des accouchements donc de jumeaux ou triplés, où la présentation des enfants, c'est-à-dire la façon dont ils se positionnent, nécessite qu'il y ait une césarienne. Il peut y avoir le fait qu'on ait déjà eu une ou plusieurs césariennes. Pas systématique, mais ça peut arriver. Le fait que les enfants soient trop grands, c'est-à-dire qu'ils aient un poids un peu supérieur à... Alors, il ne faut pas dire 3,5 kg ou 4 kg. Non, c'est vraiment, par exemple, hors du contexte du diabète, ce serait un poids supérieur à 5 kg à terme. Donc, on parle de poids quand même qui sont rares. La prévention de certaines infections, comme le HIV... Mais là, c'est compliqué, mais donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est seulement si la charge virale va en augmentant. Ça peut être aussi une primo-infection dans le cadre d'un herpès génital. Il peut y avoir certaines malformations fœtales, des problèmes périnéaux, des défauts de placentation, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a énormément de motifs qui font qu'on peut programmer une césarienne. Bien sûr, chaque cas est discuté, analysé avec la patiente, et ça se fait en concertation. On ne se lève pas un matin en disant « Madame, vous serez césarisée le 19 octobre ». Bien sûr, si vous ne comprenez pas les raisons qui motivent ce choix, il faut nous faire parler, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi on pense que c'est la meilleure chose pour vous. Donc pour les césariennes programmées, c'est l'équipe médicale, au vu du dossier de la patiente, qui va dire, madame, un mois avant peut-être le terme ou quelques temps avant le terme, il sera souhaitable que ce soit une césarienne. C'est
C'est comme ça que ça se passe ? Exactement, mais des fois, c'est dès le début de la grossesse. Une patiente, par exemple, elle a déjà eu 2 ou 3 césariennes. C'est évident qu'on sera vers une césarienne, mais oui, en tout cas, très rapidement, et des fois plus tardivement, on va en parler avec la patiente. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est discuté, c'est des décisions de césarienne programmée qui sont discutées entre plusieurs membres de l'équipe, dans ce qu'on appelle une réunion qui s'appelle le staff, où les sages-femmes et les médecins se réunissent et parlent de chaque dossier, qu'est-ce qu'on pense de ça, etc. Donc, c'est pas genre, moi, je décide du haut de ma superbe que telle patiente va être césarisée, même si des fois, les choix sont faciles. Et je dirais même, je vais plus loin, ça c'est plus hasardeux, on va m'en vouloir de l'avoir dit, mais si vraiment vous n'êtes pas d'accord et vous sentez qu'il y a un motif qui vous paraît pas très juste, n'hésitez pas à prendre un deuxième avis. Vous prenez rendez-vous avec un autre gynécologue obstétricien d'une autre structure ou en ville et vous lui dites, écoutez, je suis très angoissée, je comprends pas, ils m'ont proposé ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, à l'inverse de ces césariennes programmées qui sont justifiées par des pathologies, il va y avoir des césariennes faites donc en urgence. Et là, c'est quoi les motifs ? Alors, les grands motifs, les 2 grands motifs, c'est les anomalies du rythme cardiaque fœtal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on enregistre le cœur du bébé au cours du travail et qu'on s'aperçoit qu'il ne supporte plus les contractions. Alors, c'est des anomalies suffisantes pour qu'on passe au bloc opératoire. C'est le premier grand motif. Deuxième grand motif, eh bien, le col arrête de s'ouvrir. Par exemple, il s'est ouvert jusqu'à 5 cm. On reparlera des stades du travail dans un autre épisode, mais je ne sais pas, vous êtes à 5 cm, 1 heure après 5 cm, 2 heures après 5 cm, et le col arrête de s'ouvrir. Petit rappel, il faut 10 cm pour que le bébé puisse passer. Et puis, parfois, le col s'est ouvert, mais l'enfant ne descend pas dans le bassin, il reste au-dessus du bassin, on est obligé de faire une césarienne. Et après, il y a plein d'autres motifs. Il peut y avoir parce qu'on saigne trop, parce que voilà, la situation nécessite des complications beaucoup plus rares. Ce qui est important de comprendre, c'est que la césarienne, au cours du travail, on les catégorise en 3 codes couleurs. Et ça, c'est important de le dire aux femmes parce qu'on a beaucoup d'états de stress post-traumatique à cause de ce code couleur. Je m'explique. Il se peut, dans certaines équipes, on va dire « Madame, c'est césarienne code rouge ». Et césarienne code rouge, ça veut dire que le bébé doit être là dans les moins de 15 minutes. Mais les femmes, quand elles entendent ça, elles se disent pas « Voilà, c'est pour que l'équipe médicale soit plus efficiente, etc. » Elles se disent « Ok, je vais crever. Mon bébé ou moi ?» Parce que le rouge, c'est la couleur de l'hémorragie, du drame, etc. Surtout qu'on le dit des fois avec un peu de... Voilà, donc non, je vous explique. Les codes couleurs de césarienne, c'est simple. Vous avez vert. Là, il faut y aller cool, mais on a 1 heure pour y aller. Orange, 30 minutes. Et rouge, 15 minutes. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça ne veut pas dire que votre bébé va mourir. Ça veut dire... On dit ça à l'équipe, on crie ça. Ça veut dire, OK, tous les gens qui sont en salle de naissance, on se magne, on va au bloc, on magne notre cul, on arrête ce qu'on est en train de faire ailleurs et tout le monde se mobilise pour que cette césarienne soit faite en moins de 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça, c'est hyper important à dire, vraiment. C'est vraiment dommage. Quand on déclenche la césarienne, que ce soit code vert, orange ou rouge, il se passe quoi ? C'est-à-dire que donc, on anesthésie la femme, on ouvre d'où à où ? Où est-ce qu'on ouvre exactement ? Enfin, il se passe quoi ? Parce qu'on connaît tous le mot césarienne. Ce que ça implique exactement, je ne suis pas si sûre. Oui, et alors là, vous allez me dire, non mais Anna, pourquoi parler de ça ? Oh là là, mais c'est horrible. Parce qu'effectivement, je vais vous dire des choses qui ne sont pas très agréables à entendre, mais je pense que c'est important que vous le sachiez pour pas que vous tombiez du 8e étage et justement pas avoir des têtes post-traumatiques. Parce que quand on sait que les gens vont faire des choses bizarres, alors ça va. Mais si on n'est pas au courant, ça fait rudement bizarre, on va le voir. Alors donc, qu'est-ce qui se passe ? On va au bloc opératoire. Peu importe que la césarienne soit programmée ou pas, en fait. En tout cas, on a une perfusion et on va mettre en place l'anesthésie s'il n'y en a pas une déjà mise en place. Péridurale, rachianesthésie ou anesthésie générale, c'est beaucoup plus rare. Péridurale, bas du corps. Rachianesthésie. C'est l'équivalent d'une péridurale, mais plus courte. Ok, quand on a moins le temps. Non, c'est plutôt justement quand c'est programmé. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de travail avant, la patiente arrive, on lui fait une rachianesthésie. Mais ça, on en reparlera, c'est promis. Okay. Et général, la patiente est pleinement endormie. Pleinement endormie. Là, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Moi, dans ma carrière, par exemple, j'en ai eu 3. Vous voyez, c'est vraiment pas fréquent. Une fois qu'on a posé la péridurale, on va l'installer dénudée. Vraiment, au mieux, elle a une petite blouse de bloc opératoire qui s'ouvre sur le derrière. Et on va l'installer, on va la mettre allongée, les bras en croix. Les bras en croix, ça veut dire les bras de part et d'autre du corps, et pas en croix vraiment, comme... exactement comme le Christ, sur sa croix. Comme le Christ. Donc là, les gens, ils se disent, mais attendez, les femmes, quand elles voient qu'on les installe comme ça, elles se disent, mais je suis dans un mauvais film. Donc c'est pour ça que je le dis. C'est une table métallique qui est froide. Il fait froid au bloc opératoire parce qu'en fait, pour pas que les bactéries se multiplient, on maintient une température qui est assez froide. Donc il fait froid, on est dénudé les bras en croix. Bien sûr, on peut avoir une couverture chauffante, ça arrive. Alors on attache les pieds, parce qu'en fait, on attache les pieds, pas parce qu'on est sadique, mais parce que sinon ils tombent de part et d'autre de la table d'opération. Parce qu'on rappelle, ils sont anesthésiés. Tout à fait. Et parfois, on attache les mains. Donc, on se retrouve dans une position, c'est vrai, très impressionnante si on n'est pas au courant. Cette procédure-là, elle est totalement normale.
Alors, certains anesthésistes n'attachent pas, ça dépend des anesthésistes, mais on va dire que globalement, les mains sont attachées et les pieds aussi. Ça, c'est très et on est toutes nues. Donc, c'est très impressionnant. Mais une fois qu'on sait que c'est normal, c'est normal. En fait, dans les autres opérations, c'est tout pareil. Seulement, en fait, vous ne le voyez pas parce que vous dormez. Et là, c'est ça qui rend le truc inédit, c'est qu'on se dit, mais... Et puis en plus, vous allez voir que les gens en bloc opératoire, ils font comme si tout était normal. Ils se déplacent, ils font leur truc, vous dites, non mais attendez. Donc là, sachez-le, c'est totalement normal. Une fois que vous êtes installé, on va vous poser une sonde urinaire. En général, une sonde urinaire, ça permet de continuer de faire pipi quand on n'arrive plus à faire pipi. Et on va installer un champ opératoire. C'est des espèces de, vous savez, espèces de grands draps bleus, de façon à ce que vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté, et puis pour sécuriser le site opératoire. Donc le champ opératoire, il est mis entre la poitrine et le début du ventre. Il est placé au niveau de la poitrine. Du cou. Donc en fait, on a juste la tête et les bras en croix. Voilà. Okay. Et là, on fait rentrer le coparon. Au bloc de quel opératoire. Côté? Alors, pas de panique, on le met derrière le champ opératoire, au niveau de votre tête, qui est à gauche. À droite, vous aurez un ou une anesthésiste. Très important, l'anesthésiste, de lui dire tout ce que vous avez envie par la tête. C'est j'ai froid, j'ai chaud, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Je sais pas quoi, vous lui dites absolument ce que vous avez envie. Et à gauche, le coparent. Une fois qu'on en est là, il faut qu'on ouvre. Enfin, il faut qu'on ouvre. Le chirurgien va ouvrir. Il s'agit bien de chirurgiens, c'est des gynécologues obstétriciens, on le reverra. C'est pas un gynécologue de ville standard, c'est pas la sage-femme non plus, c'est un chirurgien. Et là, il va ouvrir successivement la peau, la graisse, l'aponévrose, c'est une espèce de couche qui est en dessous, les muscles qu'il va écarter, et puis il va arriver à l'utérus. Alors des fois, ils utilisent le bistouri électrique. Là aussi, je le dis, c'est très important parce que... Ça fait du bruit. Ça fait du... Et surtout, ça sent le cochon grillé. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Je veux dire, ça ne comprend pas. Donc là, tout à fait normal, c'est juste parce qu'on cautérise et ça sent un peu cette odeur un peu bizarre. Ensuite, on ouvre l'utérus, on va ouvrir la poche des os et là, qu'est-ce qui va se passer ? Et on va devoir aspirer le liquide amniotique en grande quantité. Et donc, ça va faire une espèce de... absolument énorme. Ce n'est pas... On n'est pas chez le dentiste tout d'un coup, non, mais c'est globalement pareil. C'est exactement pareil, sauf que la canule est nettement plus grosse. C'est des quantités de liquide. Donc, on se dit, oh là là, mon Dieu, ça y est, je me suis mise à saigner. Pas du tout. On aspire juste le liquide amniotique. Et après, il faut sortir l'enfant. Et là, les gens se disent, on a fait une césarienne, ça doit être hyper facile. Non. En fait, maintenant qu'on fait des toutes petites ouvertures... Alors, on ouvre... T'as juste pas dit, on ouvre au niveau de la ceinture abdominale ? Alors, juste au niveau... juste au-dessus des poils du pubis, quoi. Vraiment juste au-dessus. Vraiment là où on a mal aux règles, un peu, quoi. Ouais. C'est grosso modo, quand on porte un bikini, c'est à la limite du bikini, extra taille basse, quoi, vous voyez ? Donc, si vous avez une culotte de maillot de bain normale, c'est une cicatrice qu'on ne voit pas. Et on ouvre sur 10 à 15 cm ? Ouais, c'est très petit. Enfin, non, ça alors... Oui. 20 ? Non, 10, 15. Vous, ça vous paraît évidemment très grand, mais en fait, c'est très petit. Donc, des fois, il faut un peu... appuyer sur l'enfant, aller le chercher avec la main. Enfin, en tout cas, ça secoue. Et là, pareil, comme on n'est pas endormi, on sent que ça secoue un peu fort parfois. Et une fois que l'enfant est sorti, la sage-femme le récupère et elle va venir vous le présenter, bien sûr. Le problème, c'est que, je l'ai dit, il fait froid au bloc opératoire, donc on va le laisser peut-être 5-10 minutes avec vous, mais rapidement, on va l'emmener dans une autre pièce pour l'examiner et on va emmener le coparent. Et vous allez rester le temps de la sortie du placenta, de la suture et des suites immédiates. Ça peut très bien se passer, mais vous voyez, c'est pas quand même des circonstances les plus amusantes. C'est pas anodin quand même, quoi. Non, c'est pas anodin, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus amusant et de plus simple, on va pas se mentir. Pareil, je voudrais vraiment dire une chose aux femmes, c'est que quand on est en césarienne, des fois on leur apporte leur enfant, et plutôt que « Oh mon amour, je suis trop contente de te voir », elles ont une forme de dégoût. C'est pas tout systématique, mais ça arrive. Mais je veux rassurer, c'est normal, vous êtes dans des circonstances telles qu'on vous demande en plus de rencontrer votre enfant, vous êtes là, c'est presque paniquant, parce que vous êtes tellement mal installé, etc., qu'on peut avoir des réactions de dégoût, c'est normal, c'est pas grave, vous avez tout le temps de le rencontrer, pas de panique, le coparent est là, ou une personne qui accompagne, pour s'occuper de l'enfant, et pour faire le pot à pot, etc. Mais de toute façon, je pense qu'il faudra reparler de la césarienne. On reparlera des suites dans un autre épisode. Ok, parce qu'après ça, il se passe des trucs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nous a refermés, etc., ça s'arrête pas là. Non, après, il faut aller en salle de réveil. Après, l'hospitalisation n'est pas exactement la même. Après, la convalescence, les soins donnés à la cicatrice, tout ça, c'est pas... Ça, c'est encore un autre... Les femmes autre... sont incroyables. Ouais, moi là, je me dis, c'est quand même dingue de vivre tout ça. Les bras attachés, je crois que ça j'ai l'impression que personne ne me l'avait jamais dit. Alors que je connais des femmes qui ont accouché par césarienne quand même. Parce que c'est pas systématique peut-être. Et puis parce que c'est pas ce qu'on retient. Mais parfois ça fait très peur. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit au courant. Ok.
Et donc, dans la salle avec les femmes pendant la césarienne, qui est-ce qu'il y a ? Il y a plein de gens ? C'est une petite équipe ? Il y a plein de gens et ça c'est très embêtant parce que ces gens on a un chapeau sur la tête, on a une Charlotte, on a un masque, parfois des lunettes, et des blouses. Bref, on sait plus qui est qui. Et c'est-à-dire que la sage-femme qu'on connaissait, on se dit mais elle est où celle-là ? Où est-ce qu'elle a disparu ? Donc il y a le gynécologue obstétricien, un chirurgien, on l'a dit. Il y a plus ou moins aidé d'un interne. Il y a l'anesthésiste. En haut à droite, au moindre souci, il faut lui dire. La sage-femme qui va être du côté du chirurgien et qui va venir vous apporter votre bébé. Il y a une myriade d'infirmières, anesthésistes, de blocs opératoires, etc. Il y a des aides-soignantes, il y a des agents de service hospitalier. Enfin, tout ça, c'est une petite fourmilière, un bloc opératoire. Tous ces gens sont aussi utiles les uns que les autres. Et puis, il y a même ceux qu'on ne voit pas, qui s'occupent de la banque du sang, des laboratoires, etc. Il faut imaginer que c'est magnifique. La folle dingue. Je peux pleurer en pensant à tous ces professionnels de santé qui se mobilisent pour permettre une intervention comme celle-là. Souvent, c'est que des femmes, d'ailleurs. On en reparlera de ça. Même les gynécos ? Même les anesthésistes ? Non, là, évidemment, moi. Mais l'hôpital tient grâce au bras des femmes. Et ça dure combien de temps à peu près la césarienne ? Ah, excellente question. C'est pas une intervention longue, ça dure de 30 à 45 minutes. Ça, c'est vraiment pour dire on n'est pas sur une opération longue. Ça dure pas 4 heures, 5 heures. C'est pas dit que c'était rien, mais c'est court. Qu'est-ce qu'on sent ? Parce qu'on est anesthésié, mais je pense à ce que tout le monde a déjà dû faire une fois dans sa vie, c'est-à-dire aller chez le dentiste. On est chez le dentiste, il nous met une anesthésie, c'est pas très agréable. On entend les bruits, donc là, t'as dit qu'on entendait les bruits. Mais des fois, on sent un peu, c'est-à-dire que qui s'est déjà fait arracher une dent, c'est qu'on est anesthésié, mais quand ça tire sur la dent, on a un peu l'impression de le sentir. Est-ce que c'est un peu pareil ? Est-ce qu'on sent des choses ? Oui. C'est une excellente question. Alors attention, à la moindre douleur, pour le coup, là, faut le dire, et puis peut-être basculer en anesthésie générale. Mais en tout cas, on sent qu'on va chercher le bébé à l'intérieur, on sent que notre corps bouge. Mais après, on sent pas le chaud, on sent pas le froid. Normalement, on sent pas la douleur. Très important de dire si on sent la douleur. Mais c'est pour ça que les femmes, elles sont surprises. Elles s'attendaient à que ce soit hyper cool, et puis elles se disent « Ah, mais c'est pas si cool que ça ». Aujourd'hui, on a voulu poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait une césarienne ? Parce qu'il y a aussi parfois une impression qu'on peut faire des césariennes de confort. Là, à t'entendre, qu'est-ce que ce serait la césarienne de confort ? De quoi les gens parlent quand ils parlent de césarienne de confort ? Alors d'abord, moi, ce terme de césarienne de confort, je n'aime pas du tout parce que c'est assez méprisant, parce qu'on l'a vu, c'est méprisant pour les femmes qui souhaitent en pratiquer une. Césarienne de confort, c'est grosso modo une femme qui exprime le désir d'être césarisée au lieu de tenter un accouchement par voie basse. On l'a vu, c'est pas du confort, donc la césarienne de confort. Moi, je suis pas d'accord avec les autres professionnels de la santé, donc je m'en fiche, je m'expose moi, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, je pense que cette demande, elle doit être écoutée vraiment sérieusement. Une femme exprime ce désir-là, il faut essayer de comprendre pourquoi et essayer de voir si c'est possible ou pas de faire autrement. Mais ne pas être braqué. Non, madame, la césarienne, c'est beaucoup trop risqué. On fait pas de césarienne. Parce qu'en fait, on minimise l'importance de la santé mentale. Et des fois, par exemple, je sais pas s'il y a une histoire d'inceste derrière ou de... Il y a plein de choses qui peuvent motiver. Il faut savoir, grosso modo, si c'est ça dont il s'agit ou si c'est juste parce que son jour préféré est le mardi. Mais en tout cas, il faut qu'elle sente qu'elle a un espace de dialogue, qu'elle peut parler de ça et pourquoi pas accéder à sa demande. Je dis pas qu'il faut le faire, parce qu'on l'a dit, c'est plus risqué, c'est pas agréable. Mais pourquoi pas ? Mais de toute façon, ça, c'est aux gynécologues obstétriciens de décider. Hein. Mais attention, parce que comme les gynécologues obstétriciens sont pas d'accord les uns avec les autres, il suffit des fois de changer de structure pour trouver quelqu'un qui accède à votre demande si cette demande est importante. Mais tu disais en tout début d'épisode que dans d'autres pays industrialisés, on était plutôt sur des taux de 30 à 40% de césariennes. C'est aussi parfois pour répondre à des questions de planning, mais parce qu'il y a des pays industrialisés, je pense aux États-Unis, où la césarienne de confort, c'est un peu acquis, non ? C'est-à-dire que c'est assez terrible, parce que là, on parle du confort de qui ? Si on parle du confort des équipes, effectivement, une césarienne, c'est extraordinaire. Elle arrive à 8h du matin, à 10h du matin, c'est terminé. On se prend un gros chèque parce que c'est plus rémunérateur. Et au revoir, ciao. Un accouchement par voie basse, on le sait, ça peut durer 24, 48 heures. On ne sait pas comment ça se termine, on ne sait pas à quelle heure, etc. Donc, oui, il faut bien distinguer le confort des équipes et le confort de... Voilà, ça, c'est vraiment important de le dire. Toi, tu penses qu'il n'y a pas une question de confort de femmes... que c'est très rare, ou en tout cas à la marge, les femmes qui voudraient accoucher par césarienne parce que, en fait, je sais pas...
flemme d'accoucher par voie basse ou je sais pas ce qu'on pourrait leur faire dire, mais oui, non, mais souvent j'aime pas. C'est pour ça que je veux pas qu'on laisse dire ce terme, parce que souvent en fait quand on les interroge, c'est jamais justement voilà parce que elles ont la flemme d'accoucher par voie basse. Non, c'est parce qu'elles ont peur, vraiment peur. Soit parce que je vous dis elles ont été victimes de trucs, soit parce que elles ont une histoire familiale, elles sont elles-mêmes nées par césarienne, du coup elles sont traumatisées par la césarienne. Moi, par exemple, je m'étais dit, si mon enfant naît par voie basse, il va mourir, parce que j'ai même moi-même mourir pendant ma naissance. Donc, en fait, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut interroger et parler avec les femmes. Mais jamais une femme, en fait, est là, ah oui, c'est tellement plus sympa d'accoucher par césarienne. Ça doit arriver, mais j'en ai jamais rencontré. Ça existe peut-être aux États-Unis, ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai jamais rencontré de femmes comme ça. Souvent, c'est des histoires lourdes derrière. Mais moi, attention, je dis bien qu'une femme qui a un désir de césarienne de confort, il faut quand même lui expliquer les risques. Hein. Je dis pas qu'il faut aller se faire césariser pour le plaisir. Hein. De toute façon, on a bien compris que ça allait pas forcément être une partie de plaisir. Non, c'est ça. Et même si ça se passe très bien, ça reste, comme on l'a dit au départ, c'est une intervention chirurgicale. On préfère faire autre chose dans sa vie que de faire une intervention chirurgicale. C'est quoi justement les risques et les conséquences potentielles d'une césarienne ? Alors, il peut y en avoir tant pour la mère que pour l'enfant, mais je trouve qu'il y a une étude très intéressante en 2019 faite par une équipe parisienne, une équipe épopée de chercheurs de l'INSERM, et qui dit que les complications maternelles graves, c'est 1,5% des accouchements tout court, et en cas de césarienne, c'est presque doublé, c'est-à-dire c'est 1,8 fois plus de risques. J'ai pas compris. Les complications maternelles graves à l'accouchement, c'est 1,5% des accouchements. C'est quand même... Ok, peu. Oui. Beaucoup ? Moi, je trouve... Oui. Trop. Oui, toujours trop. Toujours trop pour les femmes qui le vivent. Mais quand même. Mais ça paraît un chiffre raisonnable ou normal ? Oui. Ok. Ouais, non. Moi, je trouve qu'il y en a toujours trop et qu'on peut toujours être meilleur. Bon, bref, ça, c'est encore un autre épisode. Mais en cas de césarienne, ce chiffre-là, il est doublé. Voilà. Ok. Enfin, il est 1,8 fois plus, donc quasiment doublé. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert qu'après 35 ans, c'est triplé. Okay. C'est-à-dire que le risque d'accouchement par césarienne après 35 ans, c'est 3 fois plus de chances de complications maternelles graves. C'est quoi les complications maternelles graves ? C'est par exemple une hémorragie sévère et d'autres choses. On pourra, là encore, faire un autre épisode sur les complications de l'accouchement, mais même sans parler de complications maternelles graves, il peut y avoir des complications sur les accouchements suivants, sur l'adaptation du bébé à la vie extra-utérine, et j'en passe et des meilleurs. Mais sans faire peur non plus. Ces risques, ils sont maîtrisés, et on accouche en France en 2024, on a énormément de chance. Si on devait résumer, du coup, pourquoi on fait une césarienne ? On fait une césarienne soit parce qu'elle est programmée avec une équipe professionnelle qui dit qu'il est important de faire une césarienne pour le bébé, pour la maman, soit parce que pendant l'accouchement, quelque chose se passe qui nécessite de faire une césarienne, type dans le mauvais sens, le col se dilate pas suffisamment. C'est ça, c'est soit... Exactement. Et dans tous les cas de césarienne, ce qu'il faut, c'est sortir de la maternité après l'intervention en ayant parfaitement compris pourquoi, comment et comment ça s'est passé. Ça, c'est vraiment important. Les femmes, il faut vraiment, en particulier dans les cas de césarienne en urgence, c'est important qu'elles sortent de la maternité en ayant compris ce qui a motivé. Donc, questionner les équipes ensuite. Parce que c'est vrai que sur le moment, c'est la césarienne en urgence. Des fois, ça va tellement vite, on ne comprend pas, en fait. Donc, c'est important qu'on réexplique aux femmes, qu'on prenne le temps pendant le séjour de la maternité. On dit, voilà, le bébé ceci, on remonte le dossier médical et blabla pour qu'elles comprennent. Et si on voit qu'il y a un trauma, qu'il y a un état de stress post-traumatique qui est là ou qui est en train de naître, pareil, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un psychologue ou un psychiatre, parce que ça peut dégénérer vers des états dépressifs. On sait, par exemple, que la dépression du postpartum est favorisée par des accouchements traumatiques. Donc c'est à vous, en fait, aux femmes qui accouchent, aux personnes qui accouchent, de comprendre pourquoi elles ont une césarienne. Alors, moi, j'aimerais... Oui, ça, je sens ton... Ouais, t'es furieuse. Oui, t'as raison. Non, je suis c'est-à-dire furieuse. qu'on devrait, les équipes hospitalières devraient... Mieux expliquer sur le moment et venir après dans la chambre de maternité, tu as raison, pour expliquer. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Donc, si on ne le fait pas, alors il faut dire « Oh, le coparent peut s'y coller, il dit « Attendez, ma femme, mon amoureuse, elle a rien compris, elle est dans un état, je l'ai jamais vue comme ça, donc merci de lui expliquer. » Des fois, le coparent peut faire de la médiation, tellement nous, on est soi-même au bout du roule. Non, mais t'as raison, c'est choquant ce que j'ai dit. Non, t'as c'est raison, pas je dois choquant. préciser. Non, mais t'as raison. Mais bim dans ta tête. Mais t'as raison. Je suis obligée de conclure en faisant une spéciale dédicace à nos 2 mamans qui nous ont toutes les 2 accouchées par césarienne. La mienne, Isabelle, ça ne l'a pas traumatisée parce qu'on lui a bien expliqué ce qui se passait et surtout, elle en a un souvenir de fierté parce qu'en fait, elle avait très, 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 très peur des aiguilles et des opérations et elle a tenu.
et elle était éveillée et elle ne s'est pas évanouie. Donc, félicitations à elle. Je le dis avec un ton d'humour, mais vraiment, ma mère peut s'évanouir pour une goutte de sang. Oui, alors voyez, de là comme ça, il y a plusieurs... Ma mère, ça a été absolument l'enfer. L'enfer. Elle a été césarisée sous anesthésie générale. Elle en a un souvenir comme le pire jour de sa vie. Parce qu'il y a eu des complications multiples et variées. Donc, vous voyez, il n'y a pas une expérience de césarienne, mais c'est comme l'accouchement. Il y a 1001 expériences. Dans tous les cas, bravo à toutes les deux. Voilà. On conclura comme ça. Et bravo à toutes les autres femmes, bien sûr, qui ont accouché par césarienne, et à toutes les autres, et à tout le monde. En tout cas, c'était tout sur elle. Merci Anna pour toutes ces infos. On vous retrouve la semaine prochaine. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.